Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec autour de cette table Kevin Bossuet, vacances scolaires oblige. Bonjour On a Valérie. le plaisir de vous avoir avec nous, Plaisir professeur partagé. d'histoire en Seine-Saint-Denis. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Bonjour. Benoît Perrin, bonjour à vous, directeur de Contribuables Associés. Et Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. On vous retrouve tous les vendredis face à Éric Tegner dans La Vérité en face chez Patrick Roger à 9h. Et puis également votre chaîne de débat Les Indécis qu'on retrouve sur YouTube. Le budget. Il y a guère que ça dans l'actualité avec l'examen donc de ce budget. On a eu droit au concours Lépine des amendements pendant une dizaine de jours qui visiblement ne vont pas, qui vont servir à rien. Je me posais la question naïvement ce matin en me disant mais non, ils ont été rejetés. Oui. Tout a été rejeté. Certains ont été adoptés. Non, mais le verre est dans le fruit, là. Oui. Non, mais ça a été adopté, mais le rapport a été rejeté en commission des finances. Donc on repart quasiment de zéro, quoi. Ouais, 70. Du texte initial Voilà, du du texte gouvernement. initial. C'est pas de zéro, pardon. 78% des Français mécontents d'Emmanuel Macron. Que faire de l'AME? C'est un point d'achoppement, en tout cas pour le Rassemblement national. Et puis violence, c'est aussi à la une de l'actualité, en particulier ces images terribles de ces policiers agressés à Marseille, tapés, frappés par des délinquants. On va y revenir avec vous dans un instant, avec pratiquement que des coups de gueule aujourd'hui. On va commencer peut-être avec vous, Jérôme. Oui, Ouais. si vous voulez. Allez. Ouais. Moi, j'avais un coup de gueule sur les dernières déclarations de Pascal Boniface. Alors, tout le monde ne connaît pas Pascal Boniface, puisque on le voit de temps en temps à la télé, mais enfin, bon, c'est un chercheur à l'IRIS, spécialiste donc des relations internationales, qui évolue dans ces milieux depuis des années et des années, qui a été membre du Parti Socialiste, j'ai appris ça récemment, qui en est parti parce qu'il avait un désaccord, mais il y a assez longtemps qu'il en est parti, il y a à peu près une quinzaine d'années qu'il en est parti, et il a fait une déclaration ce week-end assez stupéfiante, enfin moi que je trouve assez stupéfiante et difficile à comprendre de sa part. Alors il n'est pas pro-israélien, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, il est plutôt en soutien de la cause palestinienne, sur la guerre du Moyen-Orient en tout cas. Sur les autres sujets, c'est autre chose. Mais il a fait une déclaration à la suite de ce qu'avait dit le maire de Saint-Ouen. Alors, le maire de Saint-Ouen, il monte en puissance. Il a créé son mouvement, Karim Bouharam, et il a été élu récemment. Il est une des étoiles, peut-être pas filantes, j'en sais rien, on verra, du Parti socialiste actuellement. Bon. Et Boniface a fait une déclaration assez stupéfiante en disant d'abord qu'il ne connaissait pas le maire de Saint-Ouen. Personnellement, il ne le connaissait pas, mais il l'avait vu dans une émission et qu'il se demandait, s'il était sincère, si c'était un résultat de la méritocratie, et dans ce cas-là, bravo, c'est ce que dit Boniface, ou deuxième option, et c'est là où ça se gâte et où ça dérape complètement, s'il était instrumentalisé façon musulmane d'apparence. Ouais. Voilà, pour ne pas attaquer Benyamin Netanyahou, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Et effectivement, quand on reprend les déclarations qu'avait faites le maire de Saint-Ouen, c'était plutôt très modéré, en disant moi je ne veux pas dans ma commune qu'on importe le conflit du Moyen-Orient, du Proche-Orient, je suis au-dessus de tout ça, je veux le calme, à juste titre, dans ma commune, qui est une commune difficile, Saint-Ouen, c'est une commune très difficile, avec 60% de logements sociaux, plusieurs communautés, donc il voulait ne pas importer. Et il a dit, dans ses déclarations, je suis contre ce que fait LFI actuellement, parce que je considère que LFI importe, pour des raisons électoralistes, bien entendu, le climat, et notamment dans ma commune, puisqu'il y a un député LFI qui est à Saint-Ouen. Et Boniface nous sort cette déclaration qui est quand même un peu hallucinante. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça en disant en préalable, je ne connais pas personnellement le maire de Saint-Ouen, mais je l'accuse quand même d'être un musulman d'apparence. Ouais, c'est ça, arabe de service. Arabe de service qui sert la soupe, entre guillemets, je résume brutalement, qui sert la soupe au gouvernement israélien actuel. Ouais, parce qu'il ne veut pas condamner le gouvernement israélien. Et puis une assignation, il a interpellé aussi Lamia El Harraj en la sommant de réagir sur ce qui se passe à Gaza.
Alors moi, je suis contenté de la déclaration la plus significative vis-à-vis du maire de Saint-Ouen, mais je ne comprends pas où il veut en venir. Est-ce que c'est une condamnation ad nominem, alors qu'il nous dit qu'il ne connaît pas cette personne? Est-ce qu'il veut jeter l'opprobre sous tous les gens qui ne prennent pas position ou qui ont quelque chose de plus mesuré, une position plus mesurée sur ce conflit, tout en étant eux-mêmes musulmans? Voilà, c'est à n'y rien comprendre. C'est un dérapage, j'espère qu'il va s'en excuser. Malheureusement, je suis un peu pessimiste sur l'excuse, qui ne devrait pas venir parce qu'il pense qu'il est dans son bon droit. Voilà, donc ça résume un peu malheureusement les positions de Pascal Boniface depuis des années et des années. Oui, non, mais moi, la clé d'explication est la suivante, c'est purement idéologique, c'est-à-dire qu'il veut assigner les musulmans à identité, à religion et à origine, et c'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon quand il nous raconte qu'il est finalement le candidat des musulmans et que tout ce qui est en dehors de la France insoumise serait islamophobe. Donc il y a une volonté finalement de ne pas laisser de libre arbitre à la communauté musulmane, et je trouve ça extrêmement grave et je trouve ça extrêmement préoccupant que ce genre de discours puisse être tenu aujourd'hui. Cette capacité à attiser la haine dans notre pays est extrêmement grave, et je trouve que monsieur Boniface, qui est encore invité sur le service public, n'y a pas sa place. Je n'ai pas envie, à travers mes impôts, que l'on paye, que l'on fasse intervenir des gens comme cela, parce que ce sont des gens qui fabriquent la haine. Oui, ça c'est pas le seul. Hein. On a trois interventions pour le moins étonnantes. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet. Non, pas spécialement. Alex, c'est également Bernard Kouchner. Hier, on va peut-être écouter ce qu'il a dit. Il était invité sur Radio J. Écoutez ses propos qui ont été évidemment qui ont provoqué beaucoup de réactions et qui ont choqué. Comment faire pour ne pas être antisémite quand on voit les dégâts de l'armée israélienne? Contempler Gaza, c'est quand même un champ de meurtres, de désastres. C'est l'éclatement des familles. C'est bien sûr qu'il y a eu le 7 octobre, et Dieu sait si ça m'a révolté, mais se venger par 40 000 morts, si c'est vrai, si le chiffre est vrai, il doit être un peu augmenté. Mais enfin, il y a beaucoup de monde. Hein. Et c'est pas vrai que les Gazaouis étaient du côté de Hamas. Comment faire pour ne pas être antisémite quand on voit les dégâts de l'armée israélienne? Là aussi, c'est un dérapage insupportable. Alors, je mets ça sur c'est le Google d'Alex. Je vais juste répondre, excusez-moi, mais comment faire pour ne pas être antisémite en étant intelligent, tout simplement, en étant républicain, en étant laïque, en étant français, en quelque sorte, et puis même en étant citoyen du monde. Je sais même pas pourquoi je vous dis français, parce que c'est ce monsieur qui était ancien ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que je vous dis en étant républicain aussi. Comment on peut tenir ce genre de propos? Alors c'était sur Radio J, hein, faut quand même le signaler. C'est encore, la performance est encore plus forte, je trouve, que de tenir ces propos sur Radio J. Ce ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, grand humanitaire devant tout le monde comme il se présente, et qui va déclarer que c'est une réaction. S'il ne la comprend pas, en tout cas, s'il ne l'accepte pas, il peut la comprendre, le fait de pouvoir être antisémite. Après ce qui se passe à Gaza. Mais franchement, on parle d'un délit, hein. Enfin, on parle d'un crime. C'est quand même très important. Est-ce qu'il faut dire à ce monsieur quand même que depuis 2023, depuis le dernier trimestre 2023, vous avez 1000% d'actes antisémites en plus, et depuis le premier trimestre de 2024, c'est 900 actes antisémites quasiment. C'est incroyable. Est-ce que vous voulez que je vous raconte ce qui m'est arrivé? Moi, il y a 2 semaines, dans un taxi, alors que j'avais rien demandé au chauffeur de taxi, qui me prend en pleine soirée et qui me demande d'en parler alors que je veux pas en parler, qui à la fin de la conversation me dit mais pourquoi vous faites ça? Mais enfin, quand est-ce qu'on va se réveiller à un moment donné dans ce pays? Quand est-ce qu'on va dire qu'on veut plus accepter ça? Enfin, je veux dire, ils peuvent créer s'ils veulent avec monsieur Bernard Kouchner, s'ils en ont envie. Vous savez, avec Dominique de Villepin et avec Hubert Védrine, s'ils veulent, ils peuvent créer. Il n'y a pas de problème. L'amicale des anciens ministres des Affaires étrangères qui ne supportent pas l'État d'Israël, et je veux même le dire, qui ne supportent pas les Juifs. Excusez-moi, franchement, parce que dans le même temps, Hubert Védrine, il y a quelques jours, il déclare que monsieur Netanyahou, qui est lui aussi ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, il déclare il y a quelques temps que
Netanyahou cristallise autour de lui et n'accepte pas les critiques parce que tout est antisémite selon lui. Et là, vous avez hier un ancien ministre des Affaires étrangères qui dit finalement on peut être antisémite parce que Gaza. Oui, non, franchement, mais où on vit? C'est la phrase. C'est d'autant plus grave que, en réalité, Bernard Kouchner a quand même été ministre des Affaires étrangères, tu l'as dit tout à l'heure, pas très longtemps, mais enfin il a quand même été. Et deuxièmement, il confond systématiquement antisionisme et antisémitisme. Donc ça donne en réalité des armes à ceux qui considèrent comme moi, à ceux qui considèrent comme moi que effectivement on a un amalgame des deux. Or, l'antisionisme et l'antisémitisme, il devrait faire attention à ce qu'il dit. On peut être anti-sioniste, on peut condamner la politique d'Israël depuis des années. Ça, effectivement, c'est possible. C'est pas mon cas, mais c'est possible. Mais être antisémite, c'est parfaitement inacceptable. Or, il c'est dit surtout puni par la loi. Antisémite, donc contre les juifs. Alors moi, je pense au contraire que l'antisionisme est le faux-né de l'antisémitisme, et c'est un autre débat. Mais pour revenir sur les propos de Bernard Kouchner, il ne fait finalement que faire le jeu du Hamas, faire le jeu de l'islamisme et faire le jeu du terrorisme. Et ici, il désarme idéologiquement Israël. Alors, il se reconnaît sans doute dans les propos d'Emmanuel Macron qui voulait vraiment désarmer au sens premier Israël, mais ça en dit long sur la dérive d'une partie de nos élites et sur la dérive des personnes qui aujourd'hui sont au Quai d'Orsay, qui sont dans l'antisionisme, et en fait c'est un antisémitisme en effet qui est caché. Et encore une fois, il faut revenir sur ce qui se passe en Israël et apporter notre soutien à Israël, qui mène un combat existentiel, qui mène un combat civilisationnel, qui mène un combat universel et qui est en train de faire le travail que nous occidentaux on n'a pas pu faire, on n'a pas osé faire, on n'a pas voulu faire. On va y revenir dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis matins à 9h face à Éric Tegner chez Patrick Roger dans La Vérité en face, et également sur YouTube avec votre chaîne de débat Les Indécis. Quelques mots encore, parce que des auditeurs me disent, est-ce qu'on peut condamner ce qui se passe à Gaza, être horrifié par les morts sans être antisémite? Absolument. Oui, heureusement, et oui. Après, c'est cette expression qu'on a relevée. Vous avez oublié une phrase de ce qu'il a dit quand même. C'est la science des imbéciles, l'antisémitisme, un mal très profond. La France a toujours été antisémite. Qui dit ça? Bernard Kouchner. Pendant l'interview. La France a toujours été antisémite. Et pourquoi il y a autant de morts à Gaza? Tout simplement aussi parce que les terroristes utilisent la population comme bouclier humain. Ça, il faut quand même évidemment le rappeler. D'ailleurs, Yahya Sinwar l'avait théorisé. On a besoin du sang des Palestiniens pour réveiller la fibre révolutionnaire. Donc évidemment, tout ça est théorisé, et c'est pour ça que évidemment qu'il y a des morts. C'est affreux. On pleure les morts palestiniens. Évidemment qu'on peut pleurer cela sans être antisémite. C'est évident. C'est ce que fait le Hezbollah aussi, c'est exactement la même méthode. Hier, je voyais une image qui m'a interpellée d'une petite cabane blanche, en disant, est-ce que vous avez vu ces cabanes à Gaza? Ce sont des abris qui n'ont jamais été construits, qu'on retrouve dans les villages israéliens près de la frontière de Gaza. Mais les Palestiniens n'ont jamais construit, le gouvernement palestinien ou le Hamas, les autorités n'ont jamais construit d'abris pour la population. Ils ont fait des kilomètres de tunnels. Vous imaginez le coût de ces tunnels, mais pour la population, il n'y a jamais eu d'abris antimissiles et autres. Valérie, c'est si vrai que ces abris sont interdits aux civils. Bien sûr. Interdit aux civils palestiniens qui se font bombarder. Donc évidemment que c'est une tragédie quand on voit le nombre de morts qu'il y a à Gaza. Mais dire on a le droit d'être antisémite quand on voit ça, c'est un naufrage. Voilà. Parler de génocide est un non-sens historique. Voilà, il faut quand même aussi le signaler. La vieillesse est un naufrage. Oui, la vieillesse est un naufrage. Donc c'était votre coup de gueule. On va
rester un peu dans cet état d'esprit avec mon coup de gueule qui concerne Luc Ferry hier. Je voulais juste rendre hommage déjà à Simon, le jeune webmaster de Charlie Hebdo, qui s'est donné la mort visiblement, qui était un des rescapés de l'attaque de Charlie Hebdo. Il était lourdement handicapé. Simon Fieschi, qui était un garçon, je ne connaissais pas, mais visiblement extrêmement drôle, courageux, qui 9 ans après s'est donc donné la mort. Et hier sur LCI, il y avait un débat entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit, et Luc Ferry a dit oui, je suis d'accord, faut pas dire oui mais quand même faut arrêter d'instrumentaliser la haine contre l'islam, et il a confondu en plus, lui aussi, c'est peut-être comme Bernard Kouchner, une question d'âge, je veux pas me faire d'amis, mais quand il confond Dominique Bernard et Samuel Paty en disant on a montré les caricatures, certains conseils régionaux ont projeté des caricatures, c'était pour Samuel Paty et non pas pour Dominique Bernard. Et cette manière de dire oui, il faut pas les montrer parce que ça choque, pardon, c'est un oui mais, et c'est de la lâcheté, c'est de la soumission, c'est tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas dire ça le jour, ou quelques jours après la mort de Simon Fieschi, quand on pense que des dessinateurs sont morts pour des dessins. Pour des dessins. Bien sûr. Il y a une vraie vertu pédagogique, je crois, à justement Benoît expliquer Perrin. Que des dessins peuvent provoquer la mort, ce qui est quand même un truc de dingue. Je pense que ça mérite effectivement d'être montré partout. Avec évidemment quand même certainement un peu d'explication pour montrer qu'on montre pas ces dessins pour blesser, simplement pour dire qu'aujourd'hui on peut tuer parce que des professeurs ont montré des caricatures. C'est ça la vertu pédagogique, en disant mais on est dans un monde de fous, c'est tout. Bien sûr, non mais ce que fait Monsieur Ferry, c'est ce qu'on appelle de la soumission. Nous sommes en France, la liberté d'expression dans le cadre de la loi est évidemment sacrée, et il y a une remise en cause ici de la liberté journalistique ou même de la liberté pédagogique des enseignants. Je trouve ça très grave. Et ceux que ça choque et qui n'ont pas envie de voir ça dans les salles de classe ou dans les journaux français, mais ils n'ont rien à faire sur notre sol. Je veux dire, on a des valeurs, il faut les affirmer. Les antisémites n'ont rien à faire en France, les gens qui sont sexistes n'ont rien à faire en France, les homophobes n'ont rien à faire en France, et ceux qui refusent le droit à la caricature ou qui refusent la liberté d'expression n'ont rien à faire en France. Il y a plein d'autres pays au sein desquels ils pourront trouver une source de plaisir et une source liberticide, puisque c'est ce qui anime tous ces gens. Donc à un moment, la soumission, ça suffit. Le délit de blasphème n'existe pas en France. Non, mais Luc Ferry, c'est le roi de la capitulation. Quand vous l'entendez, ce qu'il dit sur l'Ukraine et sur le conflit ukrainien-russe, il fallait négocier le lendemain et laisser Poutine quasiment annexer tout ce qu'il avait envahi. Voilà, c'était déjà ça. Sur le conflit ukraino-russe. Bon, là c'est la même chose. C'est une capitulation générale, et c'est cette génération qui a été habituée à négocier, je ne sais pas quoi, des reculs, des soumissions, des capitulations. Voilà, c'est la même logique que celle de Kouchner. On capitule systématiquement. Benoît Perrin, vous n'êtes pas d'accord ? On a aussi le droit de penser ou d'estimer que dès lors que les caricatures sont un peu vulgaires, ça ne doit pas être montré à des enfants. Voilà, je pense que c'est peut-être dans le cas de Samuel Paty, on n'était pas dans de la vulgarité, on était dans un cours. Pas dit le contraire. Mais non, mais il faut faire aussi confiance aux enseignants, ils n'ont pas n'importe quoi. Il y avait une trentaine, combien, je ne sais plus exactement, il y avait une trentaine de dessins. Donc là, on n'est plus dans la religion, on est dans toute autre chose. Chez Charlie Hebdo, tout n'est pas. Mais moi, j'aime pas Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo a le droit d'exister. Mais personne ne remet en cause l'existence de Charlie Hebdo. Je dis juste que devant des enfants, on est aussi en droit de se dire qu'on peut pas tout montrer. Dès lors que c'est vulgaire. Et je ne parle pas de blasphème. Ouais, la vulgarité, quand vous pensez que combien, je ne sais plus quels sont les chiffres sur les films porno à l'âge de 10 ans. Faut pas s'en féliciter. Non, il ne faut pas s'en féliciter, c'est encore autre chose. Kevin, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule sur le déclassement de la France. Tout à l'heure, on va commenter un sondage qui met en avant le fait que Emmanuel Macron est impopulaire chez 78% des Français. Et ça s'explique aussi parce que sous Emmanuel Macron, la France a subi un véritable déclassement. Moi, ce qui m'a profondément choqué au cours de ces dernières semaines, c'est son en même temps, notamment sur la question israélienne. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, il voulait faire une coalition contre Daesh, et là, il nous raconte en effet qu'il faudrait désarmer Israël, mais en même temps, on soutient évidemment encore Israël, ce qui n'a aucun sens. Regardez la présence de la France en Afrique de l'Ouest, elle est aujourd'hui inexistante. Regardez la place de la France en Asie-Pacifique par rapport à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Regardez comment Emmanuel Macron a traité le conflit russe
russo-ukrainien. Donc au départ, il a dit qu'il discutait avec Vladimir Poutine, que tout allait s'arranger. Puis quelques mois plus tard, il nous a raconté qu'il fallait éventuellement mettre des troupes au sol. Et même en Europe, regardez l'éviction de Monsieur Breton de la Commission européenne, ça en dit long sur la place de notre pays. L'Allemagne a complètement mangé la France sur la scène européenne. Et dernière chose aussi, parce que Monsieur Macron n'a fait qu'insulter les dirigeants européens. Il a insulté notamment Monsieur Orban, il a insulté les dirigeants polonais, il a eu des mots pas très tendres vis-à-vis de Madame Meloni, sauf qu'aujourd'hui, les dirigeants européens ne sont pas au chevet idéologique de Monsieur Macron. Les dirigeants européens sont au chevet idéologique de Madame Meloni, parce que Monsieur Macron n'a pas compris que les peuples européens en avaient marre de l'immigration, que les peuples européens voulaient défendre leur identité, leur civilisation. La vérité, c'est que Monsieur Macron est un président de carte postale. Il va à certains endroits, il sourit, il raconte un peu ce que l'auditoire veut, sauf qu'il n'y a aucune colonne idéologique, aucune colonne vertébrale, et je pense que la France a beaucoup souffert de ce président qui a été inconséquent sur la scène européenne et sur la scène internationale. On le dit à peu près toutes les semaines, mais c'est dit... il faut le redire, et moi ça me fait plaisir. Même la semaine dernière. Il y a beaucoup à dire sur le comportement depuis 2 ans international et national de notre président. Moi, je note quand même qu'il a été réélu. Voilà, alors on me dira, ça a été faussé, etc. Une fois de plus, c'est le suffrage universel. Il a été réélu, élu et réélu. Bon, premier point. Donc, le suffrage universel a choisi. Les Français ont choisi un président. Après qu'on le critique, c'est logique, c'est la démocratie. Qu'on remette en cause sa légitimité, je suis un peu plus partagé que ça. Et quand vous regardez un peu le comportement des présidents sur la scène internationale, les présidents français, je ne rappellerai pas les propos assez outranciers de Gaulle à l'égard d'Israël. Le peuple sûr de lui est dominateur. Je ne rappellerai pas les propos de Valéry Giscard d'Estaing qui allait se prosterner devant Léonid Brejnev pendant le conflit avec l'Afghanistan. Voilà. Donc chacun a sa part de responsabilité dans l'affaiblissement de la France. Je veux bien qu'on concentre tous les mots sur Emmanuel Macron, mais je crois qu'il faut raison garder. Non, mais un petit point rapidement, sauf que ce que dit Emmanuel Macron est parfaitement faux. On l'a vu avec l'ONU et Israël, et on l'a vu encore récemment, puisqu'il a dit que la France était le premier pays à avoir reconnu Israël, ce qui est faux, puisque Israël a été créé en 1948 et la France a reconnu cet État en 1949. Donc en plus, il raconte des bêtises. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. La France a voté. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité avec vous. Donc vous avez évoqué l'effondrement, Kevin Bossuet, le déclassement de la France. Vous vouliez réagir, Benoît, ça nous amène aussi à notre sondage. 78% des Français ont une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron. Benoît Perrin. Alors en regardant un petit peu l'historique des popularités des présidents, c'est amusant de voir que quand même Hollande a fait pire. Je voyais qu'à l'automne 2014, il était à 13% de popularité. Donc quasiment la moitié de ce qu'a Macron. Et Mitterrand en 91 avait exactement comme Macron en termes de popularité 22%. Alors d'abord évidemment il paie son image distant. Je crois que tout le monde sait que les gens, je sais pas s'il aime les gens, mais enfin, en tout cas les gens l'aiment pas beaucoup. Ensuite, il a vécu quand même pas mal de crises, soit la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites, le Covid, l'inflation. Ouais. Et puis après, le truc central, c'est est-ce qu'il a amélioré la vie des Français? La réponse est évidemment non. En termes d'insécurité, en termes d'éducation, on a parlé tout à l'heure des maladresses en politique étrangère. En termes d'économie, le bilan est très médiocre. En termes de finances publiques, il est catastrophique. Donc les gens s'aperçoivent quand même qu'après, maintenant on est à quasiment 7 ans de pouvoir, leur niveau de vie a régressé. Alors c'est pas évidemment que de sa faute. Néanmoins, on a plus été dans la gestion en fait que dans la prise de décision. Et en fait, on a presque, pardon du parallèle, j'espère qu'il le prendra pas mal s'il nous écoute, mais on a presque l'impression d'avoir un Jacques Chirac au pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un en fait qui fait de la gestion, qui ne tranche jamais et qui du coup ruine peu à peu son pays. Alors on était déjà sur un toboggan et on a l'impression que l'inclinaison du toboggan s'est encore accentuée. Et dernier point, c'était quand même l'incarnation de l'anglicisme, l'incarnation de la win. Et là, on a l'impression que, comme François Hollande, maintenant, dès qu'il touche un truc, effectivement, tout part en cacahuète. Il a quand même moyennement gagné les avant-dernières élections législatives. Il a vraiment perdu la dernière élection législative. On sent vraiment que le pouvoir lui échappe. Et je crois que les Français ont pris conscience que maintenant, il n'a plus de prise sur rien. Oui. Alors, après, ça fait aussi 7 ans qu'il est là.
Ouais. Vous savez, le pouvoir, ça use. Hein. Donc, en quelque sorte, je pense qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, il a payé toutes les crises successives. Je pense malheureusement pour lui aussi qu'il n'est pas à la hauteur. Ils ont tous eu des crises. Non, mais il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur et surtout depuis, on en parlait la semaine dernière, depuis l'élection de 2022. Je veux dire, là où il avait une deuxième chance, il n'a pas su la saisir. C'est-à-dire qu'il a enchaîné erreur sur erreur, tant dans l'appréciation de sa politique intérieure que dans sa politique extérieure, mais aussi auprès directement du contact des Français. Et par conséquent, l'erreur fatale qui est la sienne, c'est la dissolution de juillet dernier. C'est-à-dire que au lieu de tirer politiquement, au lieu de gérer mieux son agenda, il a fait tout l'inverse. C'est-à-dire que il aurait pu attendre juin dernier pour nommer après les européennes un nouveau Premier ministre et laisser Borne s'user à son tour, Elisabeth Borne s'user à son tour. Il l'a pas fait. Il a voulu être, ce qu'on lui reproche depuis 2017, le maître des horloges, sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait plus de piles dans l'ampoule, voilà, dans la main, c'est tout. Ouais. Oui, moi au-delà du personnage de Macron lui-même, dont on pourrait parler pendant des heures et des heures sans psychanalyse de bazar. J'ai l'impression que on a un problème quand même sur le fonctionnement des institutions, c'est-à-dire que le double quinquennat se révèle une erreur monumentale. Voilà, 2 fois 10, 2 fois 5, ça fait 10 ans, ça marche pas. Quand vous regardez un peu 2 fois 7, ça fait 14. Alors 2 fois 7, c'était encore pire, mais 2 fois 10, bien, non. Donc moi, je pense que maintenant qu'on a vu ce que ça donnait avec 2 fois 7, avec 2 fois 5, ça marchait pas. On voit bien que ça marche pas. Chirac, le deuxième mandat était mauvais. Le premier, il nous a ramené la gauche. Donc, faut quoi, vous voulez quoi, un seul mandat et pas de réélection? Oui, je pense qu'il faut avoir un seul mandat de 7 ans non rééligible. Enfin, c'est la conclusion que j'en tire. Alain Juppé proposait ça en 2017. Au-delà des personnalités de chaque président, sont bons ou mauvais. Après, moi, je ne suis pas certain que ce soit à cause des institutions. Je pense que ça a été l'un des pires présidents de la Ve République, même si le quinquennat actuel n'est pas encore terminé. Je me souviens, il avait dit une phrase: dans une gare, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Alors évidemment, Monsieur Macron est quelque chose, c'est le président de la République et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais en tout cas, il ne fait pas partie des gens qui ont réussi. Parce que tout ce qu'il a fait, en effet, c'est complètement raté. Et moi, ce qui me choque, c'est le mépris qui a émané d'Emmanuel Macron au cours de sa présidence, avec toutes ces petites phrases, avec notamment quand il a traité d'illettrés des ouvrières de l'entreprise Doux. Moi, j'ai été profondément choqué. Et regardez un petit peu dans la société française. Mais elle est à feu et à sang. Je veux dire, les gens ne se parlent plus. Vous avez d'un côté les bobos des centres urbains assez âgés qui constituent l'électorat d'Emmanuel Macron. Après, vous avez des gens qui sont dans les campagnes, qui ne se reconnaissent plus dans la démocratie, qui ne se reconnaissent plus dans la République. Il a attisé le feu également dans nos banlieues. Non, mais objectivement, c'est un échec. Monsieur Macron doit représenter... Monsieur Macron est censé représenter tous les Français. La vérité, c'est qu'il a mené une politique de classe, une politique en faveur des plus riches, une politique en faveur des urbains, et il a délaissé totalement le reste, et c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. Non mais ça la politique des plus riches, je suis pas d'accord. Sur les urbains et les territoires, je suis assez d'accord. Après, moi, vous savez, je suis complètement aligné à ce que vous dites, Kevin, sur le fait qu'il a raté. Il a raté. On le dit tous autour du plateau, je suis désolé Jérôme, mais il a raté. Il lui reste encore 3 ans pour essayer d'inverser la tendance, ça va être compliqué. En revanche, c'est pas le seul à avoir raté depuis 7 ans. Je veux dire, on peut pas non plus dire que tout est de sa faute. À un moment donné, quand vous avez dans l'Assemblée nationale une partie de la classe politique qui ne sait pas se comporter politiquement et qui ne sait pas jouer son rôle d'opposition, il y a aussi une part de responsabilité. C'est vrai. Et la France insoumise y participe. Quand vous avez un nouveau front populaire qui, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, qui est contre nature, c'est pareil. Quand vous avez de l'autre côté le Rassemblement national qui est républicain, qui se comporte tout à fait normalement, il faut le reconnaître, tout à fait normalement dans son attitude politique, mais qui par contre ne propose absolument rien. Enfin, quand vous regardez leur programme politique et économique, on peut penser ce qu'on veut de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils représentent, ils ne proposent absolument rien, simplement moi ou le chaos. Et donc à partir de là, si vous n'avez pas d'opposition, oui, le président de la République, il a une part de responsabilité, mais bon courage pour ceux qui vont nous trouver le nom du futur président de la République en 2027. Cette discussion la dernière fois, et je l'ai dit à plusieurs reprises, LR est
le PS, qui ont gouverné la France pendant des années depuis 1958, ont une lourde responsabilité dans cette situation. Alors, de ne pas s'être réformé, de ne pas avoir réfléchi, de ne pas avoir repris l'offensive et in fine, de ne pas avoir proposé une alternative Alors, vous avez crédible. Raison, Jérôme, vous avez raison. Néanmoins, je suis toujours gêné. Dès lors que quelqu'un prend la défense d'Emmanuel Macron, il invente toujours des arguments institutionnels. Je veux dire, il y a un moment, quelles que soient les institutions, je veux dire, on attend d'un président de la République qui tranche et qui très concrètement, qu'il améliore la situation des Français. Toujours se planquer derrière 5 ans, 7 ans, machin. Objectivement, il n'y a pas beaucoup de Français qui pourront dire qu'il a amélioré le sort du pays. Néanmoins, j'insiste là-dessus, il est vrai qu'il n'est pas responsable. C'est pas lui qui a mis les Français sur le toboggan. Ça remonte évidemment globalement à 30 ans de lâcheté politique. Mais il n'a pas redressé la pente du toboggan. Il a même accentué la pente. Je veux bien qu'il ait connu des crises, la crise du Covid, les gilets jaunes, etc. Mais il a quand même, comme le dit Valérie Pécresse, cramé la caisse avec une politique du chèque qui était irresponsable. Et si on se retrouve dans la situation budgétaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est en partie à cause de lui. Alors attendez, ce que vous dites excusez-moi. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Emmanuel Macron. J'essaye d'être assez objectif, même en l'ayant soutenu. Bon, il y a eu du bon et du mauvais. Mais là, ce que vous dites est totalement contradictoire. De deux choses l'une. Ou bien il a amélioré la situation des Français, ou il l'a dégradée. Mais on ne peut pas dire qu'il l'a dégradée et en même temps qu'il a cramé la caisse. Mais si, parce que mais où va le pognon? Je vous repose la question. Où va le pognon? J'ai que cette question. Il a arrosé. Il a arrosé. Il a arrosé. Mais arrosé. Donc on a chacun une petite désolé, mais on peut dire qu'il a arrosé à l'époque. En tant que chef d'entreprise, je me dis heureusement qu'il a arrosé à l'époque. Ce qu'on lui reproche depuis le Covid, je mets le Covid à part, ce qu'on lui reproche depuis le Covid et depuis l'inflation, c'est le bouclier tarifaire. Ça concernait qui, le bouclier tarifaire? Les Français ou pas? Dites-le moi. Oui, mais Jérôme, ce qu'on lui reproche, on a mis 50 milliards pour protéger les Français. C'est pas ça qu'on lui reproche. C'est pas avoir prévu. C'est de ne pas avoir prévu économiquement. Le Portugal sont sortis du marché de l'électricité. Il n'est pas aussi cher que nous. Mais un auditeur me dit très justement, les crises qu'il a affrontées, en tout cas celle des Gilets jaunes, c'est lui qui les a créées, ou en tout cas son gouvernement. Pas le Covid, non. Pas le Covid. J'ai pas dit le Covid, j'ai dit les Gilets jaunes. Il est responsable. Mais les Gilets jaunes, c'est l'accumulation de tas de choses. Mais il est il a mal géré. Mais il l'a très mal géré. Comment il a géré? Par l'échec. En distribuant notre thune. Sans prévoir. Les on se retrouve dans un instant, on va parler du budget avec vous, Benoît. Oh là là. Halte au sadofiscalisme, c'est un très bon teasing. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de débattre, on va parler du budget, c'est quand même le sujet du jour. Donc moi je vous dis un peu naïvement, je me suis dit, ça fait 15 jours qu'on nous parle d'amendements, de taxation, etc. Et ce matin on apprend que donc, allez-y, circuler, il n'y a rien à voir. On va revenir au texte initial. Benoît Perrin, vous vouliez nous parler de ce budget. Alors, chers amis contribuables, vous avez aimé L'Exorciste, qui est donc sorti en 1973, qui est, je crois, le film le plus terrifiant de tous les temps. Ouais. Eh bien, vous allez adorer le Musée des Horreurs, bâti pierre par certains membres de la Commission des Finances, qui porte, tenez-vous bien, à 55 milliards le surplus d'impact pour les Français et les entreprises, le surplus d'impôts. Alors vraiment, tout y passe, hein. Résidence principale, contribution pour les hauts revenus, assurance vie, héritage, pacte Dutreil, bref, vraiment tout y passe. Et lorsque vous avez un pays qui a le record du monde de la dépense publique, le record d'Europe du niveau d'impôt, eh bien, il existe encore des élus qui estiment que le problème en France, c'est justement qu'on ne paie pas assez d'impôts. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu pénible de voir que beaucoup d'élus n'ont jamais travaillé en entreprise et surtout prennent des décisions sur un coin de table sans imaginer un quart de seconde l'impact que ça a pour la vie des gens. Très concrètement, ce qui est le plus désespérant, c'est de voir beaucoup d'élus qui prennent des décisions sans un début d'étude d'impact. Et un des problèmes en France, c'est que justement, on se dit, bon, bah, finalement, on va jouer avec tel ou tel impôt. Vous savez, il y a à peu près 450 taxes en France, hein. Donc, je veux dire, il suffit d'un peu de savoir-faire pour simplement prendre la liste et dire, on va augmenter d'1 point, on va augmenter de 2 points, on va augmenter de 3 points. Ça, c'est pas difficile. Mais ce qu'on attend des élus, c'est un peu de responsabilité. Et c'est, dès lors qu'ils prennent une décision, de se mettre à la place des Français qui travaillent beaucoup, qui, on le sait, voient beaucoup d'argent public qui est gaspillé. Et avant de partir sur les hausses d'impôts, intéressons-nous à la fois à la fraude et aux abus du système avant de demander encore davantage d'efforts aux Français qui travaillent.
Vous n'êtes jamais écouté, contribuable associé. On est quand très vous mettez des rapports écoutés. Je ne sais pas si on est tout souvent entendu. Mais on est très écoutés. Pareil, comme les rapports de la Cour des comptes, où il y a quand même des pistes de recherche. Vous avez raison, Valérie. La Cour des comptes, c'est une instance qui est composée de magistrats extrêmement compétents. Et si j'étais au pouvoir, Dieu m'en garde, c'est la première chose que je ferais. Je prendrais les magistrats de la Cour des comptes et je regarderais ligne à ligne chacune des lignes de chaque ministère, chaque budget, parce qu'ils ont des idées partout. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que d'ailleurs ils s'en sont émus récemment en disant que malheureusement, de moins en moins de recommandations qu'ils font sont adoptées par l'exécutif. Alors supprimons la Cour des comptes. Non, c'est le seul garde-fou. Je plaisante, mais il faut prendre et en laisser, parce que leur confier l'exécution du budget, ou en tout cas le reformatage du budget. Mais allez chercher des pistes. Allez chercher des pistes. Ils n'ont aucune légitimité démocratique. Enfin, excusez-moi. Allez chercher des pistes. Précisément. Aller chercher des pistes. On les connaît, les pistes. Pourquoi on ne va pas les chercher? Pourquoi on imagine aller taxer les résidences secondaires, taxer l'héritage, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité politique. Non, mais ça n'a rien à voir. Je vais vous dire un truc. Ça fait 50 ans qu'on parle de baisse de la dépense publique, personne ne fait jamais rien. Exactement. Depuis 1974, vous n'avez pas un seul budget qui est à l'équilibre. Ouais. Depuis 1974. Quand vous donnez cette date, tout est dit en fait. Et en gros, c'est très français de se dire, on va monter les impôts, on va encore prendre aux collectivités, même pas en ponctionnant sur leurs recettes existantes, mais en anticipant les recettes qu'elles vont avoir, on va essayer d'aller leur chercher. Alors que vous avez, je suis désolé, cet exemple, moi, il me terrorise à chaque fois que je le donne. L'assurance maladie, ou plutôt les arrêts maladie, 15 milliards. Bien sûr. 15 milliards. Ça coûte 15 milliards d'euros à la France. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les arrêts maladie. Peut-être qu'on peut contrôler un petit peu plus à qui on donne. Et comment on le donne. Ce qui va se passer sur les arrêts maladie, c'est l'entreprise qui va payer. D'accord, très bien. Non, mais c'est pas que l'entreprise. Mais si. Non, mais c'est pas que l'entreprise. Excusez-moi, c'est une fausse bonne idée. Non, mais dans ces cas-là, on n'a aucun budget à l'équilibre depuis 1974. Le salarié ou les 2 jours que le salarié, je sais comment ça se passe. Des jours de carence. Des jours de carence universels, c'est-à-dire non remboursés par la Sécu. Dans l'entreprise, vous savez comment ça se passe. Le salarié vient voir le patron, il lui dit non, j'étais malade pendant 2 jours, est-ce que vous pouvez me les prendre? Il faut mettre des jours de carence non remboursés. Il y a que ça à faire. L'absentéisme a chuté dans la fonction publique dès lors qu'on a rétabli le fameux jour de carence. C'est Darmanin qui l'a fait. C'est Nicolas Sarkozy qui l'avait instauré. Donc Darmanin l'a remis en 2018. On a vu que le nombre d'absences de courte durée baissait dans la fonction publique dès lors que vous avez un jour qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Malheureusement, il n'y a que ça qui fonctionne en France. Et vraiment, j'en suis triste de dire ça, mais comme il faut taper les dealers au portefeuille, c'est la même idée. Malheureusement, il faut que chacun accepte, mais chacun d'entre nous, autour de la table, y compris, de se dire, oui, parfois il y a des abus, et donc il faut limiter le système, sinon tout va tomber. Mais honnêtement, il y a des pistes d'économie qui peuvent être trouvées, on peut en parler, et on est d'accord sur le principe, il faut baisser la dépense publique parce qu'elle est beaucoup trop élevée. Delarosière dit dans son bouquin qu'il faut revenir on est à 58%, il faut revenir à 50% en à peu près 7-8 ans. 50%. Voilà. Jérôme, c'est combien? C'est 200 milliards. Oui, c'est ça, c'est 200 milliards. C'est la moyenne de l'Union européenne. C'est du bon sens. Je suis absolument d'accord là-dessus. Nous sommes dans une situation catastrophique. Le taux de prélèvement en France est l'un des taux les plus élevés du monde. Le problème, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui créent des emplois et qui créent de la richesse, et ce sont les riches. C'est toujours la même chose. Que vous ayez un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, on s'en prend toujours aux plus riches. Je rappelle quand même que 76% de l'impôt sur le revenu, c'est payé par 10% des contribuables. Donc des gens qui gagnent seulement plus de 3300 euros par mois. Et les dépenses sociales. Quand vous prenez les dépenses sociales qui ne demandent pas une contribution en échange, c'est 140 milliards d'euros par an. Il y a de la fraude fiscale. Oui, je parle du RSA, je parle de tout ça. Ce sont les chiffres, monsieur Dubu, je vous assure. Peut-être qu'en Macronie, vous n'avez pas les bons chiffres, on l'a vu pendant 7 ans, mais ce sont les bons chiffres. Non, mais à un moment donné, il y a de la fraude sociale, il y a de la fraude fiscale, on est dans un assistanat qui est complètement débridé, et on s'en prend encore à ceux qui bossent, à ceux qui créent de la richesse. Et même d'un point de vue économique, c'est parfaitement stupide, parce que quand vous prenez trop aux riches, quand vous prenez trop aux entreprises, les riches ou les entreprises fuient évidemment le pays, et à la fin, ce sont les classes moyennes qui doivent essuyer l'ardoise. C'est ça l'économie.
Constant, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, les budgets aux associations, c'est environ 20 milliards. Peut-être qu'il faut regarder à qui on donne. On subventionne les services publics, c'est 3 ou 4 milliards. J'entendais ce matin qu'il y avait 4 agences, enfin il y a je ne sais combien d'agences, mais il y a 4 agences sur la forêt, vous l'avez entendu aussi. Qu'est-ce qui va se passer là, cette discussion du budget? C'est un bon exemple. Les agences d'État, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Barnier a dit qu'il allait faire le ménage. Non mais d'accord, mais chaque Premier ministre qui arrive devant l'Assemblée nationale dit 2 choses. 1, on va lutter contre la dette. 2, on va supprimer les agences. C'est dans tous les discours de politique générale. Trouvez-moi un président et un Premier ministre qui va faire le ménage. Moi, je le prends tout de suite. Alors le seul qui a fait, attendez, le seul qui a fait des efforts sur les agences de l'État, c'est Édouard Philippe. Il a baissé le nombre de 10%. Mais néanmoins, on est sur des tels volumes. Vous imaginez 100 milliards d'État, 5 milliards d'euros. Vous faites juste 5% d'économie. Vous gagnez 5 milliards. 200 milliards d'euros d'économie en 10 ans. Bon, voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais là, donc politiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le budget donc arrive dans l'hémicycle. Ce matin, on a entendu Jordan Bardella dire qu'il n'excluait pas de voter une censure sur le budget. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que déjà les commissions servent à rien. En l'occurrence, encore plus en cohabitation. Non, mais tout le concours l'épine des amendements. On avait augmenté. Enfin, faut quand même savoir que cette commission, elle avait augmenté le budget de 60 milliards d'euros. Donc heureusement qu'elle sert à rien. Donc effectivement, vous avez eu plusieurs discussions pendant plusieurs jours sur cette évaluation du budget et il a été rejeté. Donc on repart. Je disais quasiment de zéro, c'est pas quasiment de zéro, c'est on repart du projet de loi de finances qui a été établi par le gouvernement actuel avec Michel Barnier. Et donc maintenant, à partir de, je crois que c'est ce soir, que le budget va commencer à être discuté en séance. Il y avait des élus qui vous disaient que ça allait être une boucherie. En quelque sorte. Il va y avoir des règlements de compte. Et de toute façon, le budget, on le sait depuis le début, depuis que Michel Barnier a été nommé avec son gouvernement, passera par 49.3. Comme les derniers budgets depuis 4-5 ans, enfin j'exagère, depuis 3-4 ans plutôt, 2-3 ans, depuis Elisabeth Borne, passe par 49.3 parce que vous n'avez pas de majorité pour voter ce budget. Voilà. Et donc après, il faudra voir si Jordan Bardella dit ce matin qu'il n'exclut pas avec son parti de voter une motion de censure. D'ailleurs, il peut le faire dès ce soir s'il en a envie. Il peut laisser la discussion se dérouler. Il peut attendre le vote. Et motion de censure, elle peut intervenir à n'importe quel moment dans cette discussion. Donc il faudra voir à ce moment-là. Moi, je ne crois pas, sincèrement, que le Rassemblement national ait intérêt à voter une motion de censure tout de suite. C'est un avis politique que je vous donne. Après, on dit effectivement que... c'est pour faire pression sur certains sujets comme l'AME ou autre pour lui ce matin. Et on va en parler, l'AME. Et je pense qu'il peut y avoir effectivement un clash au moment de l'AME. Mais l'AME, on peut en parler aussi ici. Je ne pense pas que ça soit ça vraiment la piste de réduction des dépenses. Honnêtement, c'est symbolique. Après, on peut être dans une politique du symbole, il n'y a pas de problème. Non, mais attendez, ce que demande le Rassemblement national, c'est impossible aujourd'hui. Le Rassemblement national demande, je prends un exemple, sur l'énergie, sur les taxes sur l'énergie. Il demande de baisser la TVA sur les taxes concernant l'énergie, donc de baisser de passer à 5,5%. Ça représente à peu près 20 milliards d'euros de moins-value fiscale par an. Qui va voter ça ? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans la situation où on est, proposer ce genre de mesures? C'est impossible. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse plaisir à tout le monde et au peuple de France pour avoir des voix. C'est ce qu'a fait Macron pendant quelques années, quand même. Arrête ton obsession. Mais c'est la vérité. Là, on est sur le Rassemblement national. Bon, donc laissons Macron de côté. On reviendra peut-être tout à l'heure. De ce genre de mesures, c'est absolument polémique, polémiste et totalement populiste. Enfin, excusez-moi. Mais c'est la politique depuis des années, la politique économique de voter ça aujourd'hui. Donc la ligne rouge, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'aimerais juste donner un chiffre sous contrôle sur le fait aussi, parce qu'on est très alarmiste depuis le début de l'émission. Mais il y a quand même une chose qu'il faut qu'on dise, c'est que le système français, il est quand même exceptionnel en termes de redistribution, le système social. Faut quand même vous dire, et Kevin le disait très justement tout à l'heure, que aujourd'hui les riches sont les riches en France qui payent le plus d'impôts au monde. La différence, l'écart entre les plus gros salaires et les plus bas salaires en France, avant redistribution, elle est de 12, ok. Après redistribution, elle est plus que de 3. C'est quand même incroyable. Pourquoi on n'essaie pas de préserver ce système? Pourquoi on n'essaie pas de réfléchir concrètement à comment préserver ce système? Peut-être en faisant en sorte de baisser effectivement certaines aides
Mais ça, c'est un gros mot quand on le dit. Et juste un point quand même pour rebondir sur ce qui a été dit. Comment voulez-vous que les gens qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui ont un métier difficile, comprennent que des gens qui vivent des aides sociales gagnent parfois plus que... Quand vous additionnez toutes les aides sociales, un couple qui ne travaille pas et qui a 2 enfants en bas âge reçoit 1 200 € par mois d'aide sociale. Quand vous êtes un couple qui ne travaillait pas et que vous avez 4 enfants en bas âge, c'est 2 000 € par mois. Comment voulez-vous que les Français comprennent cela? Les Français, on est dans une culture de l'assistanat. La solidarité, c'est bien, ça doit être temporaire, mais quand ça s'inscrit sur le long terme, ce n'est plus possible. Je crois que le cœur du sujet, il ne faut pas oublier quand même que le système de protection sociale, il est financé par les gens qui travaillent. Bien sûr. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit d'une part. D'autre part, comme il y a un gros déséquilibre démographique, qui est quand même, je crois, vraiment le fond du problème, il est là. Hein. C'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de gens qui sont actifs. Et donc, du coup, le sac porté par les gens qui travaillent est de plus en plus lourd. Et c'est ça, je crois, la vraie problématique. Et si on ne réfléchit pas à financer autrement le système de protection sociale, eh bien, c'est les gens qui travaillent vont s'effondrer. Non, mais la clé quand même, parce qu'on n'en parle jamais. La clé, c'est quand même la natalité. Si vous avez un pays qui fait plus d'enfants, vous n'avez plus un pays qui est en mesure justement d'assurer une protection sociale. Je rappelle juste un chiffre. Au moment où le système de protection sociale a été mis en place, il y avait 5 actifs pour à peu près un retraité. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs pour un retraité. Vous voyez bien que mécaniquement, ça ne peut plus marcher. Voilà. Alors il y a ça. On va marquer une pause, c'est l'heure de la pub, mais on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, quelques mots encore sur le budget. Vous m'avez dit, Jérôme Dubuc, qu'on n'avait pas terminé. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Il y avait la démographie. On parlait de la démographie en disant que c'était essentiel. Effectivement, sur l'équilibre de la protection sociale, c'est absolument essentiel. Et puis, il y a un gros mot dont on ne parle jamais, c'est la croissance. Personne ne parle de la croissance. Depuis plusieurs années, on est à moins de 1% ou à autour de 1%. Et avec ça, je suis désolé, on a des déficits. Alors, on en a aussi quand on a des fortes croissances en France. Parce qu'on est spécialiste des déficits, ça a été rappelé tout à l'heure. Mais au moins qu'on essaye d'augmenter la croissance. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. La croissance, ça veut dire moins de chômeurs. Et je vois que le chômage est en train de repartir. On était à 7,5%. On nous parle de 8% fin 2025. L'augmentation des recettes sans toucher au taux, sans augmenter les impôts, c'est par la croissance qu'on va l'avoir. Or, personne ne parle de la croissance. J'ai été stupéfait quand Attal est arrivé comme Premier ministre et qu'il a fait sa déclaration de politique générale. Il n'y avait pas un seul mot sur la croissance. Jérôme, vous avez raison. Hallucinant. Vous avez raison. Néanmoins, tous les responsables politiques depuis 50 ans comptent sur la croissance. Il y a un moment où la croissance, elle ne suffit pas. Quand vous avez 1% de croissance depuis 10 ans, il y a un moment où il faut quand même s'intéresser aux recettes et à la dépense. Et le problème des responsables politiques, c'est que dans tous les budgets qu'ils construisent, ils surestiment la croissance pour justement justifier le fait de ne jamais toucher la dépense publique. Et bien exactement. Bon, on verra. Je voudrais qu'on parle quand même de ce qui se passe à Marseille et un petit peu partout en France. Il y a quand même une augmentation assez terrifiante. Enfin, là, encore une fois, c'est pas un sentiment, mais on voit les faits divers. Il y a toujours eu des faits divers, mais qui sont quand même des agressions de plus en plus violentes et en particulier à Marseille, où ces policiers ont été mis en difficulté. Ils se sont fait même tabasser. L'un d'entre eux a été violemment blessé au visage, et tout ça rentre dans encore une fois dans le cadre de cette lutte contre le narcotrafic, qui visiblement semble être un peu comme Sisyphe. On monte le rocher, il redescend tout de suite. Le politique, pour le coup, a décidé de prendre les choses en main, sauf qu'aujourd'hui, les policiers ne peuvent plus faire face à ces délinquants. Vous avez vu les images, j'imagine, Kevin? Oui, j'ai vu les images qui m'ont évidemment choqué. La vérité, c'est que les policiers, aujourd'hui, sont devenus des ennemis dans une contre-société qui est en train de se constituer. Parce que les policiers gênent le trafic de drogue. Et les trafiquants veulent tout simplement être tranquilles, avec une montée de la violence à leur encontre qui est quand même incroyable. Je me rappelle de Viry-Châtillon. Vous voyez, on s'en était pris à des policiers. On avait voulu les brûler vivants dans leur voiture. Mais là, c'est exactement la même chose. L'autorité républicaine recule parce que l'autorité républicaine est complètement désarmée. On a affaire, en effet, à de véritables mafias qui ont des armes, qui ont une capacité de défense qui est parfois supérieure à la capacité de la République. Et dernière chose aussi, on s'éloigne un
peu du narcotrafic, mais il faut aussi le dire. Quand vous avez un discours d'extrême gauche qui inonde les banlieues, quand vous avez ces gens de la France insoumise qui nous racontent que la police tue, qui nous racontent que les policiers sont les ennemis des catégories populaires et des jeunes des banlieues, comment voulez-vous que les jeunes des banlieues réagissent quand ils voient un policier? La vérité, c'est la rencontre entre le trafic de drogue et de l'autre un discours politique qui victimise et qui à chaque fois rend nos forces de l'ordre finalement comme étant les boucs émissaires d'une société à la dérive. Et je trouve que nos politiques, soit par lâcheté, soit par un discours complètement idéologique, ont beaucoup de responsabilités là-dedans. Ouais. Non mais encore un échec. Oui. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais c'est malheureusement la triste réalité. C'est un échec d'Emmanuel Macron il y a quelques mois, quelques semaines. Vous entendiez Place Net, XXL, vous vous rappelez? Non mais vous savez, on parlait de symbole. Le symbole, il est aussi important. Rappelez-vous de ces opérations Place Net qu'ils ont fait dans toutes les villes pour lutter contre le narcotrafic. C'était plutôt un succès. La preuve en est, vous voyez les images ce week-end. Excusez-moi, Jérôme, vous voyez les images terribles ce week-end. Ils sont partis ailleurs. Vous avez vu les reportages. C'est parce que ces mesures de Place Net ont été arrêtées que ça recommence. Ah oui, bien sûr. Oui, mais enfin bon, excusez-moi, mais si c'était vraiment un succès. Ils sont partis ailleurs. Je suis pas sûr. Ça a été beaucoup de com. Et le gouvernement, il était encore en place il y a un mois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis pas un adepte de la police quand je dis un adepte de la police, je veux dire en termes de mettre de la police partout pour la sécurité et tout. Mais là, il force est de constater une chose, Valérie, c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques de Paris, que vous regardez les chiffres qui ont été affichés sur l'insécurité dans nos villes, il y a quand même quelque chose qui a marché. Oui. Au prix de la santé de nos policiers. Non mais peut-être. Mais vous ne pouvez pas mettre 50 000 policiers constamment dans la rue. Mais moi c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a peut-être un juste milieu entre les deux, Jérôme. Bah oui. Non mais donc. Et ça, tout le monde est d'accord pour remettre. Si tout le monde était d'accord, on parlait de la force et du pouvoir politique, le fait de changer la vie. Non mais attendez, il a supprimé la police de proximité, Monsieur Sarkozy, quand il est arrivé. Oui, donc il a supprimé la police nationale. Ça a été une très grosse erreur de supprimer la police de proximité. Donc voilà. Qu'on est en train de payer encore. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a peut-être un juste milieu. Peut-être que pour accompagner aujourd'hui les forces de l'ordre qui effectivement sont fatiguées, elles sont fatiguées, les forces de l'ordre, peut-être qu'il faut remettre en place une politique de la ville, une politique de la sécurité et arrêter à chaque fois de dire qu'on ne peut pas parler de la police, qu'on ne peut pas parler de l'immigration et qu'on parle de ces sujets toujours en surface. Il y a un moment, il faut qu'on prenne ce sujet à bras le corps. Voilà. L'armée, comme avait demandé Samia Ghali. Après, le narcotrafic, c'est quand même 3 milliards d'euros. On parle pas de broutilles. De loin, on se dit, oh là là, on a du mal à chiffrer, mais en fait, les chiffres, on les a. On a deux chiffres intéressants. C'est donc 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est juste le tiers du ministère de la Justice tous les ans. Deuxième chiffre, c'est le nombre de personnes qui vivent des trafics. On sait que c'est à peu près 200 000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est très important. Alors, je me permets de souligner quand même une initiative. Il y en a pas beaucoup, mais parfois il y en a, et donc faut s'en féliciter. En l'occurrence, de la CAF de l'Isère, qui a mis en place il y a quelques mois le fait d'intégrer dans les revenus des gens condamnés le trafic de drogue. Ce qui fait que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'allocations qui sont sous condition de ressources. Dès lors que vous intégrez naturellement les revenus du trafic de drogue, forcément vous sortez logiquement de tout ce qui est prestation. Alors après, vous allez me dire, l'investissement est tellement rentable. Je regardais là un expert, en l'occurrence, c'était Étienne Blanc qui a mené une commission d'enquête sur le trafic, qui expliquait qu'en gros, si vous investissez votre argent en bourse, globalement vous mettez 1 000 euros. Si vous avez un retour de 20%, vous êtes content. Là, dans la cocaïne, vous investissez 1 000 euros, le retour sur investissement, c'est 180 000 euros. Donc je veux dire, une bonne idée de reconversion. Si vous ne tapez pas au portefeuille et si vous ne mettez pas en place une vraie politique de sécurité, politique de la ville, je sais pas, parce que politique de la ville, pareil, elle coûte très cher, elle n'est jamais évaluée. Donc je sais pas si on utiliserait ce terme-là, mais en tout cas, si on remet pas de l'ordre dans un certain nombre de quartiers de France, il faut pas s'étonner que les gens ne se mettent pas au travail légal. Comment remettre de l'ordre quand vous voyez que les policiers vont pour interpeller des dealers et qui se font tabasser? Il y avait même une fille dans le groupe, j'ai vu les images. C'est absolument abominable. Il y a au moins 2 mesures. Alors, je ne dis pas que c'est des mesurettes parce qu'elles sont quand même symboliques et je pense qu'elles auraient quelque chose d'important à mettre en place. Il y a au moins 2 mesures, moi, que je réclame depuis des années. C'est qu'on renforce tout ce qui est pénalisation du port d'armes, interdit. Parce que les armes fonctionnent et circulent partout. Partout. Vous allez sur Internet, vous achetez une Kalachnikov. Voilà, premier point. Or, la peine encourue lorsque vous n'avez pas de port d'armes est ridicule. Donc il faut renforcer ça. Et deuxièmement, c'est la majorité pénale. Qu'on revienne enfin sur cette majorité pénale.
qu'on la mette à 15 ans, 16 ans, mais plus 18 ans. La société a évolué, les majorités partout ont été baissées, sauf la majorité pénale. Pourquoi vous l'avez pas fait quand c'est une question que je pose. Ouais. C'est une question que je pose. Oui, c'est ça. Oui. Mais visiblement, c'est pas du tout. Non, parce qu'on nous dit on va laisser les tribunaux appliquer ou pas l'exonération de minorités. Enfin, avec des juges complètement idéologisés, c'est sûr. Ça a fonctionné. Abaissons la majorité. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé dans les Yvelines, un homme qui a été condamné pour viol, qui avait été condamné à 13 ans de prison, qui finalement en a fait 5, qui a été remis en liberté parce qu'il avait un projet solide. On a appris qu'il avait violé sa propre fille de 10 ans. Au mois d'août dernier, un juge qui l'avait remis en liberté. Le gamin, il serait temps que les juges rendent des comptes. Le gamin de 14 ans à Marseille qui a tiré sur ce pauvre chauffeur de taxi qui n'y était pour rien malheureusement parce qu'il s'est trompé d'individu et qui refusait de l'attendre au bas de son forfait, du forfait qu'il devait commettre. Port d'armes prohibé, majorité pénale. 14 ans. Voilà. Ouais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons